Je pense que ça a commencé. Tu crois qu'on est en live? Ben oui, il y a écrit You are live. Bon, s'il y a écrit You are live, c'est qu'on est en live. Donc, bonjour à tout le monde. On va voir combien il y a de personnes. Nous, on va pas s'occuper de ça. On va, ce qu'on voulait vous dire d'important, c'est que cette conférence sur l'orgasme, et ben en fait, on avait tellement de choses à partager avec vous qu'on a décidé de la découper en 2 morceaux. Oui, Hein. oui, oui, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup plus de temps que prévu et sinon on se serait couché à minuit, 1 heure ce soir, ça aurait été un Voilà. petit peu tard. On pourrait même plus profiter de tout ce qu'on a appris sur l'orgasme, c'est un peu dommage. Donc, comme on l'a découpé en 2 morceaux, eh bien, on vous passe le premier morceau ce soir, le deuxième demain soir à la même heure, 20h aussi. Et l'autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, on a déjà enregistré cette conférence, et que, dans 5 minutes, dès que, suffisamment de personnes seront arrivées et connectées, on va, déclencher, le visionnage de la conférence que nous avons enregistrée et on imagine que vous aurez peut-être des questions à nous poser au cours de cette conférence et dans ce cas-là, ce qu'on a prévu, Eh bien, on a prévu une période de discussion, donc ça, c'est valable pour ce soir et pour demain. La vidéo de ce soir, elle dure à peu près 1 h 10. 1h10. Donc à partir du 1h10. moment où on va lancer la vidéo, il faudra compter, voilà 1 h 10 avant qu'on ait ce temps, de partage avec vous, où on va essayer de répondre au maximum de questions. Voilà. Oui, au maximum, c'est-à-dire pas à toutes. Probablement, on imagine, je ne sais pas, on verra bien, mais on imagine qu'une partie des questions que vous allez nous poser ce soir trouveront leur réponse dans la conférence de demain. Donc voilà, nous on va, faire bien attention à tout ce qui arrive, en chat pendant la conférence et à la fin de la conférence, de façon à, répondre à ces questions-là, donc 1h10 après, le début, du lancement de la conférence. Et puis, ce à quoi on ne répondra pas, ce seront probablement des questions qui trouveront, leur réponse, dans la conférence de demain. Voilà, voilà, mais je pense que, on va pouvoir lancer, non? Parce Bah oui, que, hein? bah oui, je pense que oui. Voilà, voilà. Alors, on lance ça et puis on vous dit, donc il est, 20h03, on va se retrouver grosso modo à 21h15 pour, par conséquent, répondre à vos questions et échanger avec vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Kira, qui a 46 ans. ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم ما اخترت غيركم ولا Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue, à cette, conférence au sujet de L'orgasme, l'orgasme. qui s'intitule À la recherche de l'orgasme. À la recherche de l'orgasme. Et vous allez voir, on va le trouver ensemble. Alors, la conférence va être un peu longue, probablement parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Hein. Et en fin de conférence, Il y aura un moment de chat où vous pourrez poser toutes vos questions en live. voilà, et on vous répondra en live alors que la conférence elle-même a été enregistrée au préalable. Voilà. Hein. Alors, les objectifs de cette conférence. Alors les objectifs, c'est connaître et comprendre l'orgasme et pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. Et puis dans l'objectif de pouvoir partager un moment à deux, on peut dire ça comme ça? Partager un moment à deux, oui, et puis s'engager ensemble, a priori, ensemble, vous, en couple, avec la personne de votre cœur, sur un chemin vers un orgasme partagé.
et un orgasme conscient, puisque nous, notre mantra, le mantra de l'Université de l'amour, c'est Pour un amour conscient. pour un amour conscient. Voilà. Alors ce soir, ce sera l'orgasme conscient. Conscient. Hein. Cette conférence, elle va suivre un plan, voilà, avec d'abord, on va parler de l'orgasme. Quel orgasme? Qu'est-ce que c'est finalement que l'orgasme? Qu'est-ce que c'est que le discours social autour de l'orgasme? Voilà, de quoi s'agit-il? Et puis ensuite, on va aller plus en profondeur en vous présentant d'abord l'orgasme et moi, c'est-à-dire l'orgasme et vous, en fait, hein, le plan individuel de l'orgasme, puis l'orgasme et nous. Voilà, l'orgasme relationnel. Hein, Et enfin, ce sera l'orgasme et et l'univers. l'univers. Voilà, l'orgasme et l'univers, c'est l'aspect spirituel de l'orgasme. On vous reparlera de ça de manière plus approfondie. Ensuite de ça, on va travailler, on va vous présenter ce que nous appelons, nous, Les déclencheurs de déclencheurs de l'orgasme. l'orgasme. Voilà, on vous donnera toute une typologie sur les déclencheurs. Et dans un avant-dernier temps, on vous parlera de au-delà de l'orgasme. Parce que l'orgasme ne s'arrête pas à l'orgasme. Voilà, on va aller plus loin que ça encore. Voilà, je disais avant-dernier parce que le dernier point, ce sera, on vous donnera une filmographie et une bibliographie de manière à ce que vous puissiez aller plus loin que tout ce qu'on aura pu vous dire dans cette conférence. Oui, alors avant la filmographie, en fait la filmographie et la bibliographie, vous les trouverez sur le PowerPoint de la conférence. Je ne suis pas sûr qu'on va les indiquer, parce qu'à mon avis, à ce stade-là, on aura largement dépassé le temps. D'accord, on verra, on va essayer d'aller vite. Voilà. En revanche, avant cette filmographie, cette bibliographie, on a une partie qui concerne des pistes de réflexion au sujet de l'orgasme. Voilà, vous verrez ça avec nous chemin faisant. Alors, quel orgasme? Quel orgasme? C'est en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde contemporain, il existe un discours sur l'orgasme, un discours qui est tenu par, en règle générale, on va dire les médias, c'est-à-dire aussi bien les articles de presse, les vidéos sur YouTube, les émissions de télévision ou de radio autour de la sexualité qui traitent de l'orgasme. Et tout ça nous présente l'orgasme comme un phénomène d'abord ponctuel et ensuite désirable et même très désirable au point qu'il existe une sorte de pression sociale, je crois qu'on peut vraiment parler d'une pression sociale au sujet de l'orgasme qu'on pourrait résumer par si tu ne vis pas d'orgasme, ta vie est foutue, ta vie est ratée, enfin ta vie sexuelle est ratée. Enfin la vie sexuelle, c'est quand même une part importante de la vie. Alors moi, j'ai cette sorte d'injonction à l'orgasme, là, elle me fait penser, elle m'évoque une phrase célèbre de Jacques Séguéla, le pauvre qui n'en peut plus de se dépêtrer d'avoir dit ça un jour. Jacques Séguéla, qui a plein d'autres titres et qualités, est malheureusement pour lui connu pour avoir dit « Si à 50 ans on n'a pas le Rolex, c'est qu'on a raté sa vie ». Voilà, alors moi je préfère à cette phrase de Jacques Séguéla, je préfère la vision de Franck Lobvet, pardon. Alors je vois en vous le montrant que le livre est un effet miroir et que par conséquent vous ne pouvez pas lire le titre du livre, sauf si vous savez lire à l'envers. Alors je vous le dis, c'est Ton autre vie de Franck Lobvet, et dans laquelle Franck Lobvet dit « Une vie ne se réussit pas, elle ne s'échoue pas, elle se vit ». Voilà, alors moi je préfère ça. Et un orgasme ne se réussit pas, il ne s'échoue pas, il se vit, lui aussi. Cette pression au sujet de l'orgasme, elle pèse beaucoup sur les femmes en particulier. Et à ce sujet, je vous invite, que vous soyez un homme ou une femme, à lire ce livre qui s'appelle « La charge sexuelle ».
écrit par Clémentine Gallo et Caroline Michel, qui sont toutes les deux journalistes et qui expliquent comment les femmes sont devenues, pour ainsi dire, responsables de la sexualité du ménage. Alors, leur vision est plus fine et plus subtile que ce que je viens de vous résumer, mais en tous les cas, c'est vraiment très intéressant. Autre exemple de femmes qui se révoltent un peu contre cette charge sexuelle, justement, c'est la journaliste Dora Moto, qui a créé, il y a 2 ans, je crois, un compte Instagram qui s'intitule T'as joui. Et elle explique très bien au début de son compte Instagram qu'elle a décidé de taper du poing sur la table parce qu'elle en avait marre, mais vraiment marre, que les hommes avec qui elle avait des relations sexuelles terminent la relation en lui disant « T'as joui ?» Ce à quoi elle avait envie de répondre « Pourquoi? T'as l'impression que c'est le cas ?» Voilà. Et donc, Dora Muto résume très bien cette espèce de coup de gueule que certaines femmes ont légitimement le droit de pousser sur le fait qu'elles entretiennent ou ont entretenu des relations sexuelles avec des hommes qui s'occupaient beaucoup plus de leur orgasme à eux que de leur orgasme à elles. Voilà. Et sur ce, c'est vrai qu'il y a une double injonction qui est faite souvent aux hommes, qu'on appelle aussi du double bind. Donc c'est une injonction, 2 injonctions qui se contredisent. Donc la première, c'est par rapport à une catégorie d'hommes qui est galante, qui cherche à faire en sorte que la partenaire elle ait un orgasme. Eh bien, le message qui peut être envoyé, c'est de toutes les manières, messieurs, vous n'êtes pas responsables de l'orgasme des femmes. Chacun est responsable de son orgasme. Et par rapport à ça, il y a une autre injonction qui peut être faite, qui est, de toutes les manières, les hommes ne pensent qu'à leur orgasme et du coup, chez la femme, ça pose quelques problèmes et ça peut être aussi un reproche qui est fait dans ce cas-là à l'homme. Et il y a Camille Emmanuel qui en parle très bien dans son livre qui s'appelle Sexpowerment. Alors je ne sais plus, on va peut-être pas montrer les... Ouais, du coup, j'hésite un peu sur la couverture parce que vous le voyez à l'envers. Ouais. On mettra les diapos de toute façon. On mettra, ouais, voilà. Donc Camille Emmanuel, elle va jusqu'à parler de baise de merde. Voilà. Donc lorsqu'elle raconte un petit peu ce qu'elle a vécu dans sa période de célibat, qui n'est pas très joyeuse. Mais cela dit, c'est un livre qui est très rigolo. Vraiment, et je me suis surprise par moments à exploser de rire. Il y a des passages qui sont vraiment très drôles. Et puis aussi, il y a beaucoup de réflexions par rapport à la sexualité. Alors, je vous lis un petit passage. 3 fois sur 4, lors d'une première, et souvent unique, nuit, le mec me caressait vaguement pendant 3 minutes. Il avait lui aussi lu que c'était important les préliminaires. Puis, il mettait une capote, il me pénétrait frénétiquement pendant 5 à 6 minutes, dans 4 positions. Il avait lu un article sur le Kama Sutra. Youpla, boum, il jouissait, puis il s'endormait. Et voilà. Je me souviens que je restais prostrée dans le lit, interdite, frustrée, me disant qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond. Les one night stands se révélant la plupart du temps complètement foireux, j'en venais à la conclusion qu'il fallait que je sois en couple et amoureuse pour vivre une sexualité joyeuse et jouissive. On pourrait se dire que je n'ai pas eu de chance, mais dans le cadre de mes reportages en discutant de sexe avec des centaines de femmes et d'hommes, j'ai bien vu que cette baise de merde était assez répandue. En cause, notamment, une vision du sexe en 3 temps, préliminaire, pénétration, dodo. Donc s'il y a 2 passages à retenir, c'est baise de merde et la sexualité en 3 temps, préliminaire, pénétration, dodo. Alors, juste un petit mot en passant, Sexpowerment, c'est le seul livre de tous ceux qu'on va vous présenter qui a été adapté sous la forme d'une pièce de théâtre.
Voilà, c'est une très bonne pièce de théâtre d'ailleurs, très sympa. Je sais pas si, je pense qu'elle doit plus se jouer maintenant, mais enfin c'était À très chouette en Paris, tous les cas ouais. d'y assister. Mm. Alors nous, on n'en est pas à dodo pour le moment, on est encore dans les préliminaires. Dans ce qu'a dit, dans ce que vient de dire Sabrina, il y a cette idée aussi de l'orgasme présenté comme quelque chose d'individuel, pour ainsi dire même strictement individuel, dont chacun est seul responsable pour lui-même. La première femme, la première personne à avoir parlé de l'orgasme de cette façon-là, c'est cette auteure américaine qui s'appelle Cher Hite, H-I-T-E, et qui a publié le rapport HIT. Là, ça c'est le nouveau rapport HIT qui a été publié dans les années 2000, mais le rapport HIT d'origine a été publié en 1976. Et alors, elle a, avec une équipe de volontaires, de bénévoles, elle a interviewé 3500 femmes sur leur sexualité d'une manière extrêmement détaillée. Et il ressort plein d'informations de ce grand rapport HIT qui, en version de poche, fait quand même dans les 900 pages. Donc voilà, il y a de quoi lire, hein, il y a beaucoup d'infos là-dedans. Et finalement, ce rapport, il a quasiment été résumé d'une certaine façon à une idée maîtresse qui est de dire que seuls 30% des femmes vivaient un orgasme lors d'une relation avec pénétration, alors qu'elles étaient 100% à y parvenir lorsqu'elles s'en occupaient toutes seules en se masturbant. Et du coup, il y a vraiment eu, depuis les années 75, quoi, voilà, un discours important qui tenait à dire que la masturbation était la voie royale vers l'orgasme, que finalement on n'avait pas tellement besoin d'être à deux, hein, pour vivre un orgasme, que chacun était responsable de son propre orgasme, y compris lors d'une relation à deux. Euh, et, puis, euh, et puis aussi cette idée quand même que, en fait, dans la relation sexuelle, le problème c'est l'homme quelque part, puisque la femme, elle y arrive à l'orgasme de toute façon sans lui, et que c'est avec lui que la plupart du temps elle n'y arrive pas. Et ça a aussi lancé tout un débat sur la question des femmes, entre guillemets, clitoridiennes, par rapport aux femmes qui seraient plutôt vaginales. Alors, on va revoir tout ça un peu dans la suite de cette présentation. Mais en tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ça date de là. Voilà, ça date de 1976, ces idées sur la responsabilité individuelle de chacun vis-à-vis de son propre orgasme, ce qui, à mon avis, a un effet d'autant plus culpabilisant sur les personnes qui vous disent j'arrive pas à avoir d'orgasme. Voilà, vraiment. C'est un point parmi d'autres. Voilà. Et je vais vous donner d'autres chiffres parmi ceux que tu as donnés, enfin en plus. Donc là, il y a une inégalité apparemment entre les hommes et les femmes, puisque à chaque fois que l'orgasme féminin a été mesuré par rapport à l'orgasme masculin, et bien ce qu'il en ressort, c'est que l'orgasme féminin est beaucoup plus fort. En moyenne 8 fois plus fort que l'orgasme masculin, ce qui n'est pas rien quand même. Je ne sais pas, je ne peux pas imaginer. Et il y aurait à peu près 30% des femmes qui ne connaîtraient pas l'orgasme, contre 5% des hommes. Donc là, ça fait aussi une sacrée différence. Alors, ça peut être étonnant comme ça, mais il y aurait évidemment une confusion ici entre orgasme masculin et éjaculation. Donc, on y reviendra là-dessus, sur ce point. Et ça me fait penser à une femme que j'ai interviewée il y a quelques temps, de 76 ans, qui disait que elle n'avait connu, avec le seul homme qu'elle a connu de toute sa vie, qui est son mari, elle n'avait connu que 10 orgasmes grand maximum, alors que lui, il avait un orgasme à chaque rapport. Donc ça, je reprends ces mots. Et évidemment, là, il y a une confusion entre orgasme et éjaculation. Il est probable qu'il éjaculait à chaque relation. Pas certain qu'il vivait un orgasme.
Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que entre la pression sociale sur la question de l'orgasme, l'encouragement à la masturbation comme moyen privilégié d'obtenir cet orgasme, et le discours sur la question de la responsabilité individuelle face à l'orgasme, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? Bien que les femmes sont en charge, se sentent en charge de l'orgasme, Que les hommes se sentent aussi en charge de l'orgasme, voilà, que la masturbation elle est vue comme étant le moyen, ou le quasi seul voie. voilà. Et puis finalement, tout ça, ça nous amène au grand retour d'une tendance qu'on croyait pourtant disparue, et qui est la simulation. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la simulation, ou pour ceux qui doutent de la capacité de leur partenaire féminine à simuler, je vous invite, messieurs notamment, à visionner et revisionner cette scène d'anthologie du film Quand Harry rencontre Sally, qui est pourtant pas récent, hein, où Meg Ryan nous démontre à tous qu'elle est capable d'avoir un orgasme sur commande au restaurant, sans être le moins du monde touché. Quand on a vu cette scène, ensuite, on se sent pas forcément très bien le soir avec madame, parce que comme elle en fait moins que Meg Ryan, en général en tout cas, on se demande si tout ça est bien authentique. Enfin bref. Voilà, où on veut le même dessert que Meg Ryan. Où on veut le même dessert que Meg Ryan, parce que peut-être qu'il était tout simplement aphrodisiaque. Voilà. Qui sait. Alors moi je vais vous lire le témoignage de 2 femmes sur la simulation. Donc d'abord, et qui nous dit la chose suivante. Pour que ça se termine plus vite, je simulais. La simulation est un cercle vicieux. Ça n'en finissait jamais. Comme j'aimais pas ça, je simulais pour que ça aille plus vite. Lui disait que j'aimais ça, lui pensait, pardon, que j'aimais ça, donc il continuait pareil les fois suivantes. En 5 ans et demi de mariage, j'ai eu un seul orgasme. Donc ça, c'est un premier témoignage. Et Tiara, de 34 ans, elle nous dit... Dans mes premières relations, je simulais mes orgasmes. Mes partenaires ne me demandaient pas si j'en avais eu. J'étais préoccupée par le plaisir de l'autre et je me disais que si je n'avais pas d'orgasme, c'était de ma faute. Que j'avais une libido trop pauvre. C'est difficile pour moi d'en parler. Et oui, donc là, on retrouve la culpabilité face à l'orgasme dont on parlait tout à l'heure. Alors, voilà, on a essayé de faire un tour rapide du discours autour de l'orgasme qu'on rencontre aujourd'hui, qui nous semble être le discours mainstream, c'est-à-dire le discours général. Voilà. Et nous, notre point de vue, à nous deux, hein, j'aimerais qu'on le présente un peu en contrepoint de ce discours. D'abord, pour nous, l'orgasme favorise l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur a un effet positif sur la relation amoureuse. L'orgasme mutuel, lui, il améliore, il renforce, il approfondit graduellement la relation entre 2 partenaires. De ce point de vue, l'orgasme est un processus partagé qui favorise l'amour conscient entre les partenaires. Ce n'est pas seulement un phénomène ponctuel. Voilà. Il existe des orgasmes qui sont de véritables expériences spirituelles. Tout ceci nous éloigne un peu du discours général que nous entendons aujourd'hui et dont certains peut-être trouveront qu'on l'a un petit peu simplifié, mais il est nécessaire pour nous aujourd'hui, ce soir avec vous, de simplifier parfois tous ces éléments, parce que l'orgasme, c'est un sujet qui est tellement riche que si on veut mettre des repères, on est obligé de découper un petit peu en morceaux. Voilà. Mais bon, dans cette simplification, on va aussi apporter des nuances. Oui, et de la clarté, on l'espère. Alors, pardon. Alors pour nous, l'orgasme, c'est un phénomène total. C'est-à-dire que, bien sûr, il démarre par quelque chose, par des sensations, donc quelque chose de physiologique. Et en tant qu'expérience physiologique, c'est déjà une expérience extrêmement riche, puisqu'elle mobilise à la fois le système nerveux,
les muscles et le système hormonal. Donc c'est déjà énorme. Et dans cette expérience physiologique, finalement, les chakras, c'est-à-dire les points d'énergie qui sont mobilisés, ce sont les chakras 1 et 2, ceux qui sont les plus proches de la Terre. Et ça, cet orgasme-là, c'est un orgasme que nous considérons être l'orgasme individuel. C'est ça. Alors que dans l'orgasme qu'on appelle relationnel, eh bien là on est dans un autre niveau qui est le niveau psycho-émotionnel. Et au niveau des chakras, eh bien, on a les deux premiers dont Guillaume a parlé pour le niveau précédent, puis ensuite ce sont les niveaux 3, 4 et 5 des chakras qui sont stimulés. Voilà. Le 5, c'est le cœur. Non, pardon, le 4, c'est le cœur, et le 5, c'est la gorge. Hein. Et le 3, c'est le plexus solaire. Voilà. Alors, au-delà de cette expérience, de ce phénomène, cette réalité psycho-émotionnelle, qui vient, donc vous l'avez compris, s'ajouter à la réalité physiologique. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux. Hein. Il y a également un autre degré d'orgasme possible, qui est l'orgasme énergétique. Cet orgasme énergétique, lui, va mobiliser les deux derniers chakras principaux, qui sont les chakras 6 et 7, le troisième œil et la couronne. Là, on pourra parler d'un vécu proprement spirituel. Donc vous voyez, on a des niveaux de réalité différents, qui sont les niveaux de réalité physiologique, psycho-émotionnelle et énergétique. On a des vécus correspondants qui sont différents également, c'est individuel, relationnel et spirituel. Et puis on a des chakras différents qui sont impliqués. Tout ceci, je le redis, s'ajoute. Ça ne s'exclut pas l'un l'autre. Et bien sûr, les frontières exactes sont un petit peu plus souples que ce que je vous présente là. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'entre ces degrés de vécu, d'expérience, ce qui nous permet de changer de niveau, c'est-à-dire de passer, par exemple, du vécu individuel au vécu relationnel, ou bien du vécu relationnel au vécu spirituel, ce qui nous permet de changer de niveau, mais justement, c'est l'orgasme. C'est-à-dire que l'orgasme n'est pas en réalité n'est pas une destination, ce n'est pas l'endroit où vous vous rendez. L'orgasme, c'est le véhicule qui vous permet d'atteindre des niveaux différents. C'est-à-dire que l'orgasme n'est pas non plus quelque chose qui serait une sorte de point, quelque chose de ponctuel. C'est un processus. Voilà, la différence entre l'événement, c'est que l'événement, on a deux intervalles fermés. On sait quand ça commence, quand ça se termine. Le processus, c'est quelque chose qui est ouvert. On sait que ça a commencé, voilà, c'est en cours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le côté en cours, processus, progression. Au sujet des chakras, on ne va pas s'éterniser plus parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous voulez avoir plus d'informations, il existe ce livre qui est publié chez Très Daniel et qui s'appelle Le Guide essentiel des chakras. Donc c'est un très joli livre avec à la fois des photos, des dessins, des croquis. Donc vraiment, il est très très bien illustré et il est à la fois très détaillé et facile à lire. Donc voilà, je voulais vous parler, juste vous donner cette référence-là. Ces trois degrés d'orgasme dont on vient de vous parler, l'orgasme individuel qui favorise le relâchement des tensions, l'orgasme relationnel qui favorise lui l'approfondissement d'un lien, et puis l'orgasme spirituel qui ouvre sur le sacré, eh bien ces trois niveaux d'orgasme, Sabrina les a retrouvés dans la grande enquête qu'elle mène auprès de 63 femmes, et dont elle va peut-être vous parler un petit peu maintenant. Oui. Au sujet des témoignages de femmes, donc j'ai interviewé 63 femmes, je vais aller jusqu'à 100, et donc ce sont des femmes qui m'ont parlé de leur sexualité, et dans toutes les questions que j'ai pu leur poser, il y avait évidemment la thématique de l'orgasme,
Et ce qui fait que dans cette conférence, je vais pouvoir citer quelques femmes. Et puis on va citer aussi un homme que j'ai pu interviewer. Donc voilà, il y a évidemment plus de témoignages de femmes puisqu'on a ce corpus-là à disposition, mais ça ne veut pas dire que l'orgasme masculin nous intéresse moins. Et d'ailleurs, ces femmes, elles vont aussi parler de l'orgasme masculin. Alors, donc on le voit, l'orgasme est une réalité... Voilà, l'orgasme est une réalité à la fois physiologique, psychologique ou émotionnelle, et puis aussi énergétique. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui crée un peu de confusion sur les ressentis autour de l'orgasme, c'est qu'en fait, il existe des différences importantes entre le ressenti qui est donc psycho-émotionnel, comme tu disais, ou énergétique, et la réalité physiologique. Très souvent, on observe que alors que la réalité physiologique, c'est-à-dire la réponse du corps, voilà, la réponse corporelle, est extrêmement intense, donc l'orgasme physiologique, il est là, il est présent, il est fort, et bien malgré ça, la personne va avoir le sentiment d'avoir eu un orgasme pas terrible, voire ne pas en avoir eu du tout. Il y a réellement c'est tout simplement pas la même chose, quoi. On ne peut pas dire plus simplement que ça. Donc il y a l'aspect un peu mécanique, hein, physiologique, et puis il y a la façon dont on ressent les choses, que ce soit sur le plan émotionnel et également sur le plan énergétique. Il y a aussi cette différence-là, ce décalage. Bon, pas tout le temps non plus, hein, mais fréquemment. Oui, il peut y avoir ce décalage, effectivement. Ok. Donc, il existe aussi un retard des manifestations énergétiques sur les manifestations psychologiques. Hein. Oui, tout est valable dans tous les sens. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre les ressentis et il y a aussi, lors du ressenti, un décalage, mais là pour le coup temporel, c'est-à-dire un retard. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au niveau physiologique et puis sur le plan émotionnel, ça intervient un peu après. Et comme tu disais, sur le plan énergétique, ça peut intervenir encore un peu après. Voilà, donc tout ça ne simplifie pas tellement la question de savoir est-ce que j'ai eu mon orgasme, est-ce que j'ai pas eu mon orgasme, etc. C'était bien, pas bien, voilà. Ok, donc en fait, ce qu'on peut dire ici, si on donne quelques exemples pour que ce soit plus clair entre les différences psychologiques et physiologiques, eh bien, d'abord, l'orgasme peut être vécu comme un sommet, alors que finalement, il s'agit avant tout d'un relâchement corporel. Tout à fait. De la même façon, on va fréquemment avoir une impression de dissociation ou d'éternité, alors qu'en fait, on est dans un présent total, un présent absolu, pas du tout dans l'éternité. Il peut y avoir aussi une impression de fusion, d'extase, de disparition des frontières corporelles. Alors que bon, elles n'ont pas disparu en fait, les frontières corporelles. Bon, on va commencer la partie sur l'orgasme et moi. Voilà, l'orgasme et moi. Alors, comme expérience individuelle, l'orgasme s'obtient par la masturbation. C'est ça la voie d'accès à l'orgasme individuel. Constitue avant tout une expérience physiologique et déclenche assez peu d'émotions. En général, on a un orgasme par masturbation, on se sent bien évidemment, mais émotionnellement, c'est pas un geyser, quoi. Comme on l'a vu tout à l'heure, mobilise les chakras 1 et 2. Et là, je crois que tu as un exemple à nous donner. Oui, je voudrais vous lire le témoignage du témoignage d'avant sur son orgasme. L'orgasme, je ne l'ai connu qu'avec moi-même. C'est comme une lumière et j'ai des tremblements partout. J'ai remarqué que quand je me caresse le clitoris, c'est bien, mais quand je mets les doigts dans mon vagin, l'orgasme est plus fort. Je ne peux pas avoir d'orgasme vaginal tant que je n'ai pas touché mon clitoris. Alors là, je vous ai donné l'exemple de
Ça, j'ai eu cette même description par de nombreuses femmes, en fait. Ouais, ouais. Ça confirme d'ailleurs tout à fait ce qui est écrit dans le rapport HIT dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, évidemment, il y a des obstacles à l'orgasme individuel, des obstacles à tout, y compris à l'orgasme individuel. Et ces obstacles, c'est souvent des croyances ou des peurs qui vont à l'encontre de la masturbation ou du plaisir en général. Oui, et là, il y a un passage qui est très beau dans Femme désirée, femme désirante, que j'aimerais vous lire à ce sujet, sur les croyances, en fait. Les croyances et les peurs qui peuvent se transmettre dans la lignée féminine. Sans le savoir, ces femmes sont toujours prisonnières de la peur et des interdits dans lesquels étaient enfermées leur mère, tante et grand-mère. S'étant construites en s'identifiant à ces femmes, elles sont fabriquées comme elles. Les mères ne pouvaient pas les dégager de cet enfermement, car elles-mêmes ne se savaient pas fermées. Leurs mères étaient restées des filles, elles aussi restent des filles. Donc ça, c'est un premier passage que je trouve intéressant de ce point de vue-là, du point de vue des peurs et des croyances qui peuvent être transmises d'une génération à l'autre. Et puis, il y a un autre passage, mais ça, je me demande si je ne le lirai pas plus tard, sur l'amour et les sentiments. Ouais, ça, c'est peut-être un peu plus tard. En fait, on aime beaucoup ce livre, donc C'est bon, ça. Là, maintenant Là, ça peut partir de là, peut-être. Ok, allons-y alors. Donc, deuxième passage, donc toujours de femme désirée, femme désirante. En matière de plaisir et de jouissance sexuelle, l'héritage catastrophique que nous ont transmis nos mères, incapables de nous expliquer ce qu'est une femme, est toujours actif. La femme encore aujourd'hui continue de méconnaître son sexe. Elle a toujours peur du sexe de l'homme. Par peur de lui être soumise, elle n'ose pas y voir un objet de plaisir à découvrir et à honorer, alors qu'il est évident que les sexes sont faits pour s'emboîter. J'aime bien cette dernière phrase, je la reprends. Alors qu'il est évident que les sexes sont faits pour s'emboîter et que cet emboîtement procure du bienfait et fête la vie. Alors, donc on voit là les peurs héritées, héritées par l'aspect toxique de la lignée féminine, mais il y a évidemment d'autres obstacles à l'orgasme individuel, et en particulier le manque de valorisation de la masturbation en tant que moyen d'apprentissage de son corps et moyen d'apprentissage de comment faire l'amour. Et puis il y a aussi tout simplement des conditions matérielles inappropriées. Je pense tout simplement au manque de temps. On va voir plus loin dans la présentation que le temps est un facteur essentiel d'arriver à l'orgasme. Et aussi, bien sûr, la difficulté à se relâcher corporellement et émotionnellement. Alors là, je vais vous lire un nouveau témoignage de Valérie, qui a 30 ans. Donc ça, c'était par rapport à sa mère, en fait. Le message de ma mère était que les hommes pensent qu'au sexe. Du coup, ado, j'ai imaginé que les femmes étaient des objets pour eux. J'ai mis du temps à comprendre que je n'étais pas un objet pour les hommes. Grâce à Benjamin, j'ai dépassé ça. Ronald pensait à mon plaisir avant de penser au sien. J'ai connu des hommes qui ne fonctionnaient pas comme ma mère me le disait. Mes parents sont très forts pour dire des généralités. Au fil des années, j'ai découvert que ce n'était pas comme ça. Mon éloignement géographique a été une bonne chose de ce point de vue-là. Donc en fait, là, ce qui est intéressant, c'est de voir les croyances et puis après la réalité que chaque individu peut rencontrer. Et donc, grâce à cette autre réalité, eh bien, ça permet de revoir un petit peu les croyances qu'on a pu nous inculquer dans notre enfance ou adolescence ou période de jeune adulte. Enfin, voilà, donc ça peut être intéressant et ce témoignage le montre bien. Alors, l'orgasme individuel, il a des manifestations physiques, physiologiques évidemment.
La première chose, c'est que le système nerveux autonome, hein, le système nerveux autonome, c'est la part du système nerveux qui fonctionne sans aucune commande de notre volonté et qu'on ne peut pas non plus interrompre par la volonté. Donc le système nerveux autonome, il est divisé en deux parties, la partie sympathique et la partie parasympathique. La partie sympathique, c'est celle qui gère la contraction des organes qui ne sont pas contrôlés par la volonté. Donc elle ferme, elle stoppe. Et eh bien, le système nerveux autonome sympathique, donc, déclenche des influx nerveux et déclenche également des contractions musculaires rythmiques qui sont techniquement ce qu'on appelle l'orgasme sur un plan biologique. Alors, ces contractions musculaires, elles interviennent dans le premier tiers du vagin, que les scientifiques ont appelé la plateforme orgasmique. J'aime bien ça. C'est comme une plateforme d'envol, tu vois, mais orgasmique, quoi. Mais c'est que le premier tiers. Après, non. Voilà. Donc, elle déclenche également des contractions de l'utérus, alors là, c'est plus au fond, de l'anus aussi, et des muscles qui entourent le pénis. Parmi ces contractions, certaines déclenchent ce qu'on appelle le réflexe éjaculatoire. Le réflexe éjaculatoire, c'est ce qui permet d'éjaculer du sperme ou le liquide qui, chez les femmes, s'appelle la fontaine. Et là, j'insiste lourdement, et il est même possible que j'y revienne pendant cette présentation, l'orgasme n'est pas cette éjaculation. Chez l'homme, l'orgasme intervient avant l'éjaculation. Et puis, il faut aussi dire qu'il existe des éjaculations sans orgasme, chez les hommes comme chez les femmes, et des orgasmes sans éjaculation chez les hommes comme chez les femmes. Voilà. Là, je crois que c'est un beau témoignage de femme frontale. Et sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que parfois, il y a une confusion entre orgasme et fontaine chez la femme. Oui, aussi. Et c'est pas parce qu'une femme a une fontaine, ce qui est très agréable, c'est chaud, ça coule, c'est enveloppant, mais ça n'est pas forcément synonyme d'orgasme. C'est ça. Donc, chez la femme aussi, l'orgasme et l'éjaculation sont deux choses différentes. Voilà, et il y a des hommes qui vont aller chercher à toute force la fontaine, alors qu'en fait, c'est pas forcément pour les femmes synonyme d'orgasme. De la même manière qu'ils vont aller chercher l'orgasme chez la femme. En fait. C'est normal, puisque les hommes croient que leur éjaculation, c'est l'orgasme. Donc, quand ils voient une femme qui éjacule, ils se disent « chouette, c'est et là, un orgasme. Voilà. En fait, non. Donc, on ne va pas vous parler plus de fontaine, sauf qu'on va vous donner quand même un exemple, mais c'est vrai que les femmes fontaines, ça pourrait faire l'objet de toute une conférence. Oui, largement. Beaucoup de choses à dire. Et là, moi, je vais avoir plaisir à vous lire le témoignage de Julia, de 75 ans, qui est un beau témoignage sur la fontaine qu'elle a pu vivre avec un homme, ou qu'elle pouvait vivre avec un homme. Donc cet homme, elle dit qu'il est tantrique, sans le savoir, et qu'elle est devenue raïchienne très tard. Nous faisions l'amour toutes les nuits pendant 2, 3, voire 4 heures. Ça prenait du temps. L'orgasme durait tellement longtemps. On avait un orgasme ensemble. C'était comme si on faisait de la musique ensemble. Ce qui m'apportait le plus de plaisir, c'était lorsque j'étais au-dessus de lui, que je bougeais doucement et qu'on jouissait ensemble. J'avais tellement de plaisir que parfois je me serais crue éjaculatrice précoce. Parfois, j'adore la fin, parfois il suffisait qu'il me regarde pour que je sente mes fontaines prêtes à jaillir. Alors je lui disais « Arrête, arrête, pas maintenant, voyons !» Voilà un beau témoignage. Alors, l'orgasme individuel, il a des manifestations physiologiques dont on vient de parler, les contractions, tout ça, l'éjaculation, et puis il a des manifestations psycho-émotionnelles. Ces manifestations psycho-émotionnelles, c'est celles que tout le monde connaît. C'est beaucoup de chaleur, en général, un relâchement total du corps, et puis une sensation de plénitude. On peut dire ça, je pense. Voilà, on va passer maintenant à l'orgasme et nous. Donc, voilà. On y va crescendo. Et là, on va parler de l'expérience de l'orgasme d'un point de vue relationnel. Donc, en tant qu'expérience relationnelle, l'orgasme s'obtient quand on fait l'amour, avec pénétration et ou avec masturbation, avant et ou pendant la pénétration. On peut se masturber
On peut se masturber seul, on peut se masturber à deux, on peut se masturber en se pénétrant, on peut se masturber sans se pénétrer, on peut se masturber plus pénétrer, se pénétrer plus masturber. Bref, il y a le choix des actions pour parvenir à l'orgasme ensemble. Enfin, pas ensemble forcément, mais à deux, l'orgasme relationnel. Et justement, à ce sujet, les partenaires peuvent être amenés à vivre un orgasme simultané ou pas. Et c'est pas parce que l'orgasme n'est pas simultané qu'il n'est pas relationnel. Et puis alors là, tu as quelque chose à nous dire sur l'orgasme relationnel, parce qu'il y a autre chose encore. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit en fait de l'orgasme que l'on peut rencontrer soit en allaitant, soit en accouchant. Et là, j'ai 2 témoignages de femmes qui sont très beaux. Donc, le témoignage de Syrah, qui a 46 ans aujourd'hui. Chez les femmes de ma famille, on a des manifestations énergétiques très présentes. Mon premier accouchement a été une ouverture de portail pour moi. Je me suis sentie portée dans un univers, j'entendais des voix de femmes qui étaient présentes à moi. Autre témoignage, celui d'Emeline, aujourd'hui âgée de 65 ans, et qui se souvient de son accouchement. En accouchant, j'ai eu aussi un orgasme très chouette. Je n'ai eu aucune douleur, même si je sentais un ensemble de contractions involontaires dans la zone génitale, comme un orgasme. C'était quelque chose de très puissant et de jouissif qui me dépassait. L'accouchement peut être synonyme d'orgasme géant, c'est une théorie que je défends. Donc voilà pour ces deux témoignages. Et au sujet de l'orgasme au moment à l'accouchement, donc il y a quelque chose à savoir, c'est que, enfin, il y a plein de choses à savoir, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et c'est une doula qui s'appelle pour cette présentation Amandine, et qui m'a parlé de ça. Et je vais vous lire son témoignage, ce sera plus simple. Et après, je vais vous parler d'Orgasmic Birth, donc qui est un site que je vous intéresse à aller voir. Donc Amandine me dit, le clitoris, ce serait soi-disant le seul orgasme qui ne serve à rien, puisqu'il ne servirait qu'au plaisir de la femme. Pourtant, c'est aussi l'orgasme, pardon. On est un peu branché orgasme ce soir. Hein. Ce soir, vrai, faut reconnaître. Et toute la semaine. Alors, je reprends. Pourtant, c'est aussi l'organe qui sert à faciliter l'accouchement. Aux États-Unis, une sage-femme en a fait une méthode d'accouchement. L'homme embrasse sa femme et la caresse partout, y compris le clitoris. Accoucher est un acte sexuel qui met en jeu les mêmes organes et ce n'est pas étonnant qu'on mette en jeu les mêmes rituels préliminaires à l'accouchement. L'effet est très bénéfique pour le déroulement de l'accouchement et pour l'attachement de l'enfant. Ramener une dimension sacrée à l'accouchement peut aider. C'est ce que prône The Orgasmic Birth ou la naissance orgasmique. Alors, depuis 10 ans, en France, certaines femmes se masturbent le clitoris pour faciliter l'accouchement. Le corps est gorgé d'ocytocine et la poussée réflexe est facilitée. Les gémissements de la femme au moment de l'orgasme et de l'expulsion sont les mêmes. Donc, Amandine nous dit, dans mon activité de doula, je propose aux parents la masturbation. Si c'est en clinique, je sors de la salle d'accouchement et je fais le gay. Et si c'est à domicile, évidemment, c'est plus facile. Donc elle nous dit, en maternité, le cadre rend les choses plus difficiles que lorsque c'est à domicile. Donc une doula, vous pouvez aller voir sur le site www.doula, je crois que c'est doula.fr, enfin ça apparaît dans la cytographie. Et en fait, une doula, c'est pas une sage-femme, elle n'est pas là qu'au moment de l'accouchement principalement, mais elle accompagne la femme enceinte et le couple, et même parfois la famille, hein, s'il y a déjà des enfants, dans cette période. Et elle peut accompagner donc toutes ces personnes-là, en priorité quand même la femme enceinte, mais aussi le noyau familial, avant l'accouchement, évidemment. Pendant l'accouchement, elle est présente, et après l'accouchement, s'il y a allaitement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une doula. Donc c'est un métier qui est magnifique pour les personnes qui ne connaissent pas.
Et donc, certaines d'entre elles, dont Amandine, donc se sont inspirées de ce qui se fait par cette sage-femme aux États-Unis, et donc qui va utiliser le clitoris dans un objectif de relaxation, comme elle l'a très bien expliqué dans son témoignage. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que voilà, le clitoris, il n'est pas juste limité, enfin, disons qu'il peut être stimulé à d'autres moments que dans un acte sexuel, avec des fins qui sont quand même très intéressantes, puisque ça facilite la venue de l'enfant, et puis ça peut aussi créer un lien plus fort entre l'enfant et la maman, et puis ça fait, ne l'oublions pas aussi, c'est pas négligeable, ça permet aussi à l'enfant peut-être de naître en étant mieux, voilà, dans ses premiers moments. Il naît dans le plaisir, quoi. Voilà, il naît dans le plaisir, il est plus détendu, voilà. Donc moi, je vous invite à aller sur le site Orgasmic Birth, voilà, donc c'est .com. Et là, il y a une vidéo très courte où on voit certains passages, donc des couples qui commencent à se caresser, voilà. J'imagine que c'est au moment où la femme sent qu'elle commence à avoir des contractions. Et voilà, il y a la possibilité de visionner un film un peu plus long. Et puis il y a certains témoignages aussi qui sont intéressants de sexologues qui pratiquent donc cette technique, qui va utiliser donc le clitoris. Donc voilà, si vous pensez un jour avoir des enfants ou un enfant, ça peut être intéressant de le savoir. Moi, quand j'ai accouché, je ne connaissais pas cette méthode. Voilà, donc j'invite les personnes pour qui c'est possible aujourd'hui, ou même des femmes qui sont déjà enceintes, à se pencher sur ces possibilités-là. Et puis celles pour qui c'est trop tard, de ne pas avoir trop de regrets, mais voilà, de connaître déjà ça, c'est bien. Elles peuvent toujours se caresser le clitoris, Voilà. même sans accoucher. C'est ça. Il n'est pas nécessaire d'accoucher pour utiliser son clitoris. Mais ce que je trouve magnifique, moi, dans cette histoire-là, c'est que, comme le dit justement Amandine, c'est que tout à coup, le clitoris trouve une utilité, hein, comme si le plaisir n'en était pas une. Et c'est vrai que ça vient quelque part résoudre un mystère, puisque le clitoris, c'est le seul organe qui ne sert, entre guillemets, que au plaisir. Tous les autres organes peuvent être utilisés dans une dimension plaisir, mais ils ont une autre utilité. Et là, ça range le clitoris dans la catégorie des organes qui ont une autre utilité, puisque ça devient un organe dédié à l'accouchement et au plaisir. Voilà, bon, c'est intéressant. C'est intéressant, j'espère, mais surtout, c'est pas tellement connu, en fait. Ouais. Alors, on poursuit notre descriptif de ce qui se passe dans le cadre de l'orgasme vu en tant qu'expérience relationnelle. Et évidemment, l'expérience relationnelle orgasmique constitue une expérience à la fois physiologique et émotionnelle qui, en règle générale, déclenche une émotion forte, là, pour le coup. Pas comme, enfin, plus forte en tout cas que l'orgasme individuel. Et cette émotion forte, elle a comme particularité qu'elle renforce la relation amoureuse. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, on en parlera un petit peu plus tard. Et la relation, l'aspect physiologique et émotionnel de l'orgasme relationnel, voilà, j'y arrive, j'ai arrêté de me tromper, mobilise donc les chakras 1, 2, 3, les chakras 1 et 2 comme l'orgasme individuel, le chakra 3 qui est le plexus solaire, le chakra 4 qui est le cœur, et le chakra 5 qui est la gorge, qui sont les 3 chakras relationnels, hein, puisque le plexus solaire il gouverne la relation avec les autres, avec le monde. Le cœur, c'est le cœur, et la gorge, c'est ce qui permet de s'exprimer. Voilà. Donc, bien entendu, tout ceci vient bien en complément, en ajout de tout ce qui était déjà mobilisé par l'orgasme individuel. Hein. C'est pas l'un ou l'autre,
c'est fromage et dessert. Voilà, presque la totale. On y arrive Ouais, pas encore. presque la totale. Voilà. Donc, je vais vous lire 2 témoignages au sujet donc de l'orgasme et nous. Donc Gisèle de 74 ans nous dit « Mon meilleur souvenir sexuel, nous étions dans la maison de campagne de ses parents, il avait allumé le feu de la cheminée. Je me souviens d'avoir tremblé de froid et d'émotion dans tout le corps. J'ai eu un orgasme assez fort. J'ai pris mon pied, puis j'ai pleuré. Il a compris que c'était de l'émotion. Ce n'était pas mystique, mais je me sentais en amour. L'émotion que je ressentais était liée à la reconnaissance de sa lenteur et de sa douceur. » Ça, c'est des points importants. Essentiel. Le témoignage de Brigitte, cette fois 44 ans. Le clitoris me satisfait. La tendresse, c'est ce qui me manque en tant que femme seule. L'orgasme, je m'en donne toute seule. Alors que la tendresse seule, c'est compliqué. J'ai besoin d'être prise dans les bras. Oui. On est en plein dans la question du relationnel, hein. C'est très clair. Alors, ce que l'on peut dire là-dessus, sur l'orgasme relationnel, c'est qu'il y a évidemment, là encore, comme on l'a vu avec l'orgasme individuel, des obstacles. Et ces obstacles, eh bien, ce sont là, encore une fois, les croyances et les peurs. C'est un premier point. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. L'encombrement émotionnel que ces croyances et ces peurs peuvent provoquer. Donc là, on est plus dans la conséquence de certaines causes. Donc voilà, si on a des émotions qui sont là, ça peut être compliqué d'arriver à l'orgasme. Si on a, je sais pas, trop de tristesse, trop de peur, trop de colère en soi, ça peut être évidemment des freins. Et puis l'autre obstacle que l'on a repéré, c'est lorsque relationnellement, eh bien, le couple n'est pas dans une, dans une situation facile pour X raisons. Et là, effectivement, ça peut endommager, entre guillemets, la qualité de la relation sexuelle. Donc, lorsque, par exemple, il manque de la confiance c'est absolument essentiel pour se lâcher. Si on n'est pas dans une relation de confiance, ça paraît difficile de se lâcher. La confiance, évidemment l'amour, ça c'est aussi quelque chose qui peut aider, en tout cas dans un orgasme relationnel, à y arriver, à l'atteindre. Et puis il y a aussi le fait, alors j'ai bien aimé ce chassé-croisé, hein, donc, l'amour et la confiance autorisent l'orgasme, ça c'est un premier point. Et puis il y a aussi l'orgasme qui approfondit l'amour et la confiance. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va dans les deux sens et qui est essentiel. Alors, on a un homme dans les témoignages de femmes, Sabrina. Et alors, du coup, c'est moi qui vais les lire, ces témoignages-là. Donc c'est Hervé, 64 ans. La sexualité est corrélative à l'état de la relation. J'ai rencontré des femmes qui fonctionnent comme des mecs et qui les utilisent pour jouir. Dans ce cas, mon désir baisse jusqu'à devenir inopérant. Si ma partenaire est experte et en quête de semences masculines, je m'emmerde. Voilà, j'aime bien cette manière claire de présenter les choses. Voilà. Voilà, donc ce témoignage, il ne fait pas partie des 63 femmes, hein, c'est un témoignage à part. C'est le 64e. non, il ne fait pas partie des femmes. Alors, oui, dans l'orgasme relationnel, il y a des obstacles, ce dont Sabrina vous a parlé, et puis il y a le manque de connexion, tout simplement. Quand on n'est pas en connexion avec la personne avec qui on fait l'amour, pour mille et une raisons, eh bien, il y a peu de chances qu'on parvienne à un orgasme de qualité relationnelle. Ça n'interdit pas complètement l'orgasme individuel, hein, mais on n'aura pas la connexion orgasmique puisqu'on n'a pas la connexion déjà au départ. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le stress du type, est-ce que j'ai vraiment mon orgasme? Ou bien, est-ce qu'il va avoir ou est-ce qu'elle va avoir son orgasme? Et bien entendu, la tension, qu'elle soit nerveuse ou physique, qui, là aussi, fait obstacle à un bon orgasme relationnel. Alors moi, je vais vous lire le témoignage d'Elisabeth.
Mes premières règles ont duré 3 semaines, en mode chute du Niagara. Je me suis dit que ça n'allait pas être drôle d'être une femme. Très rapidement, je suis passée à la pilule contraceptive pour que je ne sois pas anémiée. Alors, Elisabeth, son papa est médecin, ça facilitait un petit peu les choses de ce point de vue-là. Donc, elle est passée à la pilule très jeune, ouais, voilà. Quand je l'ai arrêtée, j'ai vu la différence. Mon corps a repris sa vraie nature. Je n'ai plus eu de maux pendant les rapports. La muqueuse était plus fluide et n'était plus râpeuse et sans sécrétion. Avant, j'avais des migraines. J'ai pris la pilule non-stop pendant 13 ans. Et quand je l'ai arrêtée, je suis tombée enceinte le mois suivant. J'ai vécu mes débuts de femme sans pilule enceinte. Ma libido a explosé. Dans la nuit, je réveillais Cédric et comme je travaillais à 5 minutes de chez moi, c'était 3 fois par jour. Je ne pensais qu'à ça. C'était le printemps. Il y a un sous-sujet là qui est l'effet de la pilule sur le désir, sur l'orgasme. Alors, bon, on en parlera un autre jour. Oui, on peut juste dire que la pilule non-stop, donc voilà, sans arrêt, eh bien, elle met les femmes en ménopause forcée, finalement. Ouais. Et évidemment, pour le cycle et la libido, c'est plus compliqué. Voilà. Ouais. Alors, quelles sont les manifestations physiques de l'orgasme relationnel? Eh bien, ce sont les mêmes que celles de l'orgasme individuel, on ne va pas les répéter là. Et puis, il y a cette éjection. Alors là, j'aime bien, si tu peux me le passer, s'il te plaît, le livre de Michel Audin qui s'intitule L'amour scientifié. Alors, comme le disait Sabrina, c'est un titre horrible, voilà, mais c'est un bouquin génial, par contre. J'ai dit qu'il était un peu indigeste comme titre. Mais... Tu as dit horrible. Alors, ce livre est absolument fascinant parce que il examine toutes les formes d'amour, toutes, et à la fois il les décrit et à la fois il donne leur fondement biologiques, physiologiques, neuronaux, etc., etc. Et c'est proprement incroyable, quoi. Puis c'est écrit de manière très sympa. Et alors, là, je voudrais vous lire juste un tout petit passage. Donc, il est très clair pour Michel Audin que la sexualité, ce n'est pas seulement la relation sexuelle, c'est également, par exemple, l'accouchement et l'allaitement. C'est important à savoir pour bien comprendre ce passage. Non seulement les mêmes hormones sont impliquées dans les différents épisodes de la vie sexuelle, donc les 3 dont je viens de parler, mais de plus, les mêmes schémas de comportement, les mêmes scénarios se répètent. La phase finale de tout événement de la vie sexuelle est un réflexe d'éjection. Et j'ai adopté les expressions réflexe d'éjection du sperme, réflexe d'éjection du fœtus, réflexe d'éjection du lait, pour souligner les similarités. Voilà, je n'en dis pas plus, c'est pas la peine. De toute façon, c'est un bouquin génial. Je vous invite vraiment à le lire. Mais je trouve cette idée de dire qu'il y a une éjection non seulement au niveau sperme ou fontaine, dont malheureusement il ne parle pas, mais également l'éjection du fœtus pour caractériser la naissance ou l'éjection du lait pour caractériser l'allaitement. Je trouve ça très riche. Alors, bon, voilà pour le fameux réflexe d'éjection, réflexe éjaculatoire, qui est identique aussi dans l'orgasme individuel. Et puis, il y a, au niveau hormonal, la libération de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone de l'amour, comme ça c'est clair. L'ocytocine, elle participe à la sensation d'amour, et elle crée un besoin d'aimer. Donc c'est vraiment la manifestation chimique de l'amour, et elle est très souvent associée à une autre hormone qui, elle aussi, est libérée pendant l'orgasme, en particulier relationnel, qui est l'endorphine. L'endorphine, qu'est-ce que c'est? C'est de la morphine. Simplement, elle est naturelle, générée par notre corps, et elle associe 2 choses. Premièrement, elle donne du plaisir, et la morphine donne du plaisir. Et deuxièmement, elle est antidouleur. Et c'est pour ça
que si on accouche en étant masturbé au niveau du clitoris, eh bien, on génère énormément d'endorphines et il n'y a plus de douleur due aux contractions. L'endorphine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une sensation d'attachement, elle crée une sensation de dépendance. Il ne faut pas oublier que c'est de la morphine, c'est du shoot, quoi, purement et simplement. Elle crée une sensation de dépendance entre les amoureux. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est prouvé, l'orgasme crée de l'amour. Hein. Et ben oui, il crée de l'amour, il crée de l'attachement, il crée de la dépendance. On ne peut pas dire mieux pour améliorer sa relation amoureuse. Voilà. Et là aussi, tu as Et le oui. témoignage. Alors, j'ai le témoignage de Fiona, 33 ans. L'homosexualité a été une manière de m'émanciper. Dans la sexualité homosexuelle, il y a beaucoup de créativité. Béatrice, ma partenaire, n'a pas de tabou. Dans la famille, on dit que je suis rebelle. Je change de boulot, je pars au bout du monde. Alors que dans ma tête, je suis pétrie de peur par rapport à mes choix de vie. Je pousse mes limites. Cette relation avec cette femme m'a servi à repousser le cadre de mes parents. Je me souviens d'un soir... Ah oui, alors ça c'est très beau. Ah, c'est très joli ça. Ouais. Je me souviens d'un soir dans un lit, il faisait noir, mais il y avait des lueurs. Comme il y avait de l'orage, des éclairs apparaissaient dans le ciel par intermittence. C'était hyper sensuel. On a commencé à se caresser. J'aime être en contrôle. Je décide alors de lui faire un cunnilingus et là, c'est l'explosion de plaisir pour elle. Je la voyais par intermittence avec les éclairs. Le plaisir était partagé. Donc voilà, elle, ce qu'elle explique, c'est que vraiment donner du plaisir, lui a donné beaucoup de plaisir à elle, voilà, avec des possibilités infinies, voilà, et qu'elle est sortie un petit peu des schémas préconçus qui étaient en elle. Et puis là, c'est le témoignage d'Hervé, Hervé qui revient. Oui, alors, j'ai envie, est-ce que tu es d'accord? J'ai envie de finir le témoignage de Fiona. Oui. Parce que je trouve que le dernier paragraphe du témoignage de Fiona complète habilement le témoignage d'Hervé. D'accord, donc je le lis et tu continues avec Hervé. Si tu veux, d'accord. Alors, donner du plaisir m'a donné tellement de plaisir. J'avais l'impression de possibilités infinies. Pour moi, le fait d'être avec une femme a été une façon de me libérer. Le fait d'explorer une sexualité non hétéronormée, centrée sur la pénétration, sur le fait de contenter l'homme, puisque c'est ça l'objectif, faire plaisir à l'homme. Je suis sortie des schémas préconçus qui étaient en moi. Voilà, et là on va entendre Hervé qui dit autre chose. Depuis une dizaine d'années, c'est une vraie joie quand je sens que l'orgasme monte et m'envahit complètement, avec des vagues successives, accompagnées de vibrations très puissantes. J'ai déjà été en arc de cercle, avec talons et tête à plat, et ma partenaire au-dessus de moi. Ce genre de vibration est l'expression d'une émotion. Malheureusement, les êtres humains sont souvent dans le contrôle de ces vibrations dès que les émotions apparaissent. C'est comme quand on s'épile, dès que le poil apparaît, paf, on le coupe à ras. J'adore. J'aime beaucoup ces métaphores. Bon, c'est intéressant de voir qu'on a une femme homosexuelle qui dit à quel point ça la libère de ne pas être dans une sexualité hétéronormée, parce qu'elle considère que la sexualité hétéronormée, c'est faire plaisir à l'homme. Et un homme hétérosexuel qui explique à quel point il est heureux de rendre heureuse ses partenaires, et que lui aussi, ça le fait monter au 7e ciel. Bon, voilà, c'était ça que je trouvais intéressant dans la confrontation de ces deux témoignages. Et puis Hervé, il invite aussi à lâcher le contrôle et ses émotions, puisque dès qu'on sent qu'on a une émotion qui monte, ben, on a tendance à faire comme quand on s'épile, paf, à couper le poil. Je sais pas, je ne m'épile pas. Bon, Non, bref. moi, Alors, l'orgasme relationnel, il a aussi des manifestations psycho-émotionnelles qui sont donc, comme d'hab, les mêmes d'abord que celles de l'orgasme individuel. Et puis, en plus, il y a ce sentiment d'amour, d'union profonde dont on vous a parlé sur le plan hormonal, et parfois des tremblements, des spasmes, voire même des lumières.
Oui, oui, ça c'est des belles manifestations hein, qui m'ont été rapportées. Ils ne sont pas systématiques, mais qui sont assez courantes finalement. Alors Louise nous dit, celui des autres femmes, je ne sais pas, mais mon sexe à moi, il est doux. Tu vois, elle doit s'épiler probablement. J'aime le caresser. J'ai un god et quand j'ai trop de solitude, je me donne du plaisir avec cet ustensile. C'est un peu frustrant car une fois que l'orgasme est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien. Avec un homme, il y a des caresses, des baisers, des étreintes, des paroles. Il n'y a pas que le sexe, mais des échanges et du partage. Avec mon homme marié, on rit, le sexe, ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas que l'orgasme et au revoir. Je peux vivre sans sexe, la relation, c'est différent. Ouais. Quand deux personnes échangent et partagent, c'est précieux. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très précieux, effectivement. Et moi, j'ai envie de vous lire le témoignage de Nolwenn, qui est comédienne dans la vie, mais qui déborde d'énergie et d'idées. Donc, quand je lui ai posé la question de comment elle imaginait la dernière fois qu'elle ferait l'amour, comment ce serait pour elle, donc elle a imaginé quelque chose de magnifique. Donc, je vous lis son témoignage. J'aimerais mourir avec mon amour dans l'orgasme. On serait très 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 vieux, alors la mécanique ne marcherait plus forcément. Mais ce serait un truc avec des caresses, des plumes, et on prendrait soin de chaque ride et de chaque pli de notre corps. Le désir sexuel serait très loin, derrière nous, mais il y aurait beaucoup de délicatesse pour éveiller mon désir. Je me suffirais d'un bisou sur mon sexe, et on monterait au 7e ciel. Comme ça. غيركم ولا رضيت سواكم ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Alors, on va juste essayer de trouver un moyen d'être complètement à l'écran et pas comme ça. Voilà. Voilà, c'est là. OK. Donc, ça y est, on est avec vous. On a profité pour réécouter la conférence en même temps que vous. On a une belle question de Hélène qui nous dit qu'est-ce qu'un manque de connexion dans le couple? Peu de communication, point d'interrogation, manque de tendresse, point d'interrogation, de profondeur, point d'interrogation, merci. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'un manque de communication? Moi, ce que ça m'évoque là, c'est que évidemment, on peut communiquer de mille et une façons dans un couple et communiquer avec une certaine connexion, c'est pas simplement communiquer sur comment dire, le quotidien, sur les enfants, sur le, comment dire, la maison, les courses, les vacances, la famille, le travail, mais avoir aussi une communication plus intime et qui fait la différence entre ce sur quoi on peut parler entre amis, avec d'autres et dans son couple. Donc je pense que la connexion, c'est aussi ça, c'est oser communiquer de l'intime dans son couple. C'est ce qui me vient. Oui. Pardon, c'est ce qui me vient là tout de suite. Moi, je voudrais dire, je voudrais compléter ce que tu dis. D'abord sur la communication. Euh, la première chose, c'est que j'ai lu, je ne sais plus où, quelque part, un truc que j'avais absolument pas compris il y a, je dirais, une dizaine d'années. Peut-être que c'est plus ancien que ça, ou plus récent. Qui était de dire que les couples qui fonctionnaient étaient des couples qui avaient une communication, une méta-communication sur le couple. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de méta-communication, quoi? Et en fait, par l'évolution de notre couple à nous, j'ai fini par
trouver une explication. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne. Et cette explication, c'est Sabrina et moi, on parle de notre relation de couple. On ne parle pas seulement des couples, du couple, on ne parle pas de nos vacances, on parle un peu de nos vacances évidemment parce qu'il faut les organiser. Et en plus, c'est bientôt, donc là on en parle beaucoup en ce moment, mais en dehors de ce genre de discussion que connaissent tous les couples, on parle aussi assez régulièrement de notre relation de couple en tant que relation. Et on va être amené à avoir des discussions, des dialogues au sujet de notre relation de couple. On peut être amené à dire je trouve qu'en ce moment, notre relation est peut-être moins complice qu'elle ne l'a été, ou au contraire plus complice. En ce moment, je trouve qu'elle est plus complice. Euh, voilà, enfin, ça me semble important que lorsqu'on forme un couple, on, on- on s'intéresse au couple en tant que couple, et pas seulement à la communication quotidienne. Parce qu'il y a un piège là. La communication quotidienne au sujet des vacances, des impôts, des enfants, de la voiture, de la maison, des plans de retraite, du boulot, etc., peut être très riche, alors qu'en fait, il n'y a pas de communication dans le couple, profondément. Il n'y a rien sur les sentiments qu'on éprouve l'un pour l'autre, le désir qu'on éprouve l'un pour l'autre, le fait de faire attention, tiens, en ce moment, je trouve qu'on fait un peu moins l'amour que d'habitude, ou au contraire, j'apprécie beaucoup la manière dont on fait plus l'amour en ce moment. C'est-à-dire se regarder un peu de l'extérieur. Ça, c'est pour la communication. Et l'autre chose, c'est pour ça que j'aime beaucoup votre question, Hélène. Il y a plein de trucs à dire. Et vous avez vu, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Euh, l'autre chose, c'est que la connexion, c'est pas que la communication. La connexion, c'est aussi, par exemple, à un moment donné, on va regarder quelque chose et tous les deux, on va sourire parce qu'on va savoir que l'autre va réagir à ça. Et même, on va savoir comment il réagit parce qu'on le connaît bien. On va savoir à quel moment tendre la main pour qu'il nous la prenne. On va savoir, on va savoir qu'à un moment donné, l'un ou l'autre a une douleur, une souffrance, et venir lui dire comment c'est pour toi ce qui se passe en ce moment, je sais pas moi, dans ta famille, dans le monde, etc. La connexion, c'est plus que juste communiquer. Mais la communication est essentielle à la connexion. Et toi, tu connais plusieurs types de connexion, c'est ça? Oui, oui, mais là, ce que tu dis m'évoque plein de choses. Il y a aussi la notion de complicité, et de ce qui est sous-jacent. C'est-à-dire qu'il y a la communication, mais il y a aussi tout ce qui est non-communication, verbale, en fait. Il y a la communication qui peut passer voilà, de différentes façons, et pas forcément à travers les paroles. Donc ça peut être la complicité, ça peut être, bah, comme on disait tout à l'heure, la connexion, heu, donc voilà. Il y avait aussi un autre point, c'était la tendresse. Oui, la La tendresse. Ouais. tendresse, hem, ça, la tendresse, c'est, bah, il y a une part de subjectivité dans la tendresse, évidemment, puisqu'il y a des personnes qui ont besoin de plus de tendresse que d'autres. Parfois, il peut y avoir beaucoup de tendresse dans un couple et il y en a un qui en veut toujours plus. Heu Je ne vois pas du tout de quoi elle veut parler. et donc ça, c'est vrai que l'idéal, c'est de trouver, le bon quota de tendresse dans son couple. On a Syrah qui est venue nous rejoindre. Ah super, super. Bonjour Syrah. Bonjour Syrah. Donc voilà. Si vous avez des questions sur le métier de doula, Syrah qui est venue nous rejoindre peut intervenir, si Syrah tu es d'accord, puisque Syrah, est doula. Voilà, elle travaille en tant que doula et on en a parlé dans la conférence, hein, par rapport à la naissance orgasmique. Voilà donc Oui, pourquoi pas. On a une question de Noé
qui nous dit comment arriver à se couper du parasitage de l'actualité, du boulot, des tracas de la vie de tous les jours pour arriver à être dans le coup. Parce qu'avec tout ça, ça me coupe l'envie souvent. Alors là aussi, il y a des trucs à dire. Hein. Oui. Moi, je vais vous dire une petite chose, juste entre nous, comme ça. Nous, on n'a pas de télé. On n'a pas de télé. Et on n'écoute pas la radio. Ou plus exactement, Sabrina écoute de temps en temps la radio, mais elle écoute des podcasts bien précis. Et moi, j'aime pas. Donc, j'écoute pas la radio. On regarde très rarement les journaux. On n'en veut pas de tout ça, quoi. On n'en veut pas. Parce que par exemple, pour parler d'une expérience qu'on a tous vécue, et vous vous souviendrez parce qu'elle n'est pas très ancienne, au moment, du premier confinement et juste avant de la partie Covid, vous savez bien que l'actualité, c'était que le Covid, le Covid, le Covid, le Covid, le Covid, le Covid. C'est insupportable, quoi. C'est très clair. Et évidemment qu'à ce moment-là, je me suis remis à regarder les journaux. J'ai toujours le même support. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que c'était que des articles là-dessus, j'ai arrêté. Ça m'a vite gavé. Ça nous met dans un état d'esprit qui est un état d'esprit négatif. Et, et votre cerveau, il retient ce que vous lui donnez à manger. Donc, plus vous vous intéressez à des choses négatives, plus vous allez voir le monde en noir, et plus vous allez être tout simplement malheureux. Et quand vous allez rentrer à la maison après le boulot, même si votre épouse ou votre époux est tout content ou toute contente de vous retrouver, tout joyeux, toute joyeuse, en fait, vous aurez l'esprit bouffé par tout un tas de trucs sinistres, vous n'allez même pas le voir que vous êtes bien accueilli. Donc ça, enfin pour moi, c'est clair, quoi. L'actualité, c'est le moins souvent possible, quoi. Parce que ma priorité, là je parle vraiment à mon nom, et je vais laisser Sabrina s'exprimer juste après. Ma priorité, c'est mon couple. Et moi, je sais, c'est clair. Ma priorité, c'est mon couple, point barre. Donc tout le reste passe après, y compris le boulot. Voilà, je sais pas, tu dois avoir envie de dire des choses là-dessus, non? Moi, ce que je note dans le message de Noé, c'est, le fait que tout ce qui est parasitage de l'actualité coupe votre envie. Hem, Moi, j'ai envie de parler de l'impact des images, sur, l'imagination, et c'est vrai qu'une fois, lors d'un dîner, il y avait une amie qui nous avait dit qu'elle, ça faisait des années qu'elle refusait de regarder des images qui lui faisaient du mal, Oui. et qu'elle refusait, qu'elle se protégeait, voilà. Et moi, c'est vrai que j'aime bien un certain genre de film, bizarrement, mais j'aime beaucoup les films de mafia. Sabrina est une mafieuse masquée. On ne la soupçonnerait pas. Et suite à cette conversation qu'on avait eue avec cette amie, j'avais décidé d'arrêter, pendant un temps, de regarder des images violentes, avec, des meurtres, je vais pas dire que ça m'avait fait du bien sur le moment, mais, après ce temps-là d'un peu d'épuration, enfin voilà, visuelle, il m'est arrivé de regarder à nouveau un film avec, une certaine violence, et là, je me suis rendu compte à quel point, finalement, ça pouvait avoir un impact. C'est-à-dire que ça m'arrivait après le soir de m'endormir en ayant des images assez violentes, et c'est vrai qu'à titre personnel, je me suis rendu compte à quel on le sait que les images évidemment ont un impact négatif, mais à ce point-là, j'en avais pas pris conscience, et du coup, je continue comme ça à me protéger, en fait. Et si on continue dans cette logique, eh bien, le fait de regarder des images positives avec des histoires, heu, Mmh. amoureuses, parfois il y a des histoires, qui sont un petit peu, comment dire? Heu, à l'eau de rose, bah, ça fait du bien, et ça peut aussi, effectivement créer une certaine envie pour reprendre
un passage de votre message, Noé, comme quoi ça vous coupe l'envie. J'imagine que c'est l'envie, étant donné la thématique de ce soir, l'envie sexuelle. Donc c'est vrai que de regarder des belles images, avec de belles histoires, et bien, ça peut effectivement rebooster, l'envie de quelqu'un en tout cas, ça fait pas de mal. Donc il y a quand même toute une préparation, en fait, personnelle, je pense. Voilà, et ça se travaille, ça se prépare, il faut un certain conditionnement et peut-être une certaine, motivation pour pas se laisser, embarquer dans des images qui sont heu, trop néfastes. Oui, je suis d'accord avec toi. Noé, j'espère qu'on a répondu à votre question. On aimerait en dire plus, mais là, on a un message de Sophie et un autre de Marilyn, donc on va essayer de leur répondre. Sophie nous dit: «Merci pour cette conférence», donc ça commence bien. «Comment sait-on si on est libéré des croyances et des peurs? J'ai l'impression d'en être libéré, mais je n'ai toujours pas connu l'orgasme». Alors, les croyances et les peurs, c'est la spécialité de Sabrina. Bon alors, que je remets-moi le message, s'il te Oui, plaît. absolument. Merci pour cette conférence. Comment sait-on si on est libéré des croyances et des peurs? J'ai l'impression d'en être libéré, mais je n'ai toujours pas connu l'orgasme. Ce n'est pas exactement la même Mmh. chose non plus. Mmh. Alors, Sophie. les croyances et les peurs, c'est difficile de répondre comme ça, en quelques phrases. C'est quelque chose qui est très complexe. Les croyances, et les peurs, elles viennent de notre enfance, de notre culture, de notre religion, de tout ce qu'on nous a apporté dans notre enfance, mais aussi dans notre adolescence ou dans notre même âge d'adulte. Donc c'est toutes ces choses qui viennent, à nous et qui nous conditionnent. Mais en plus de tout ça, il y a aussi, son propre vécu. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Tout ça, ça nous construit et évidemment, dès qu'on parle de croyances et de peurs, eh bien, le point commun, c'est, que ça crée des freins. Donc je pense que c'est pour ça que C'est c'est Sophie, Sophie. Sophie qui dit j'ai Heu, l'impression d'en être libéré, mais je n'ai toujours pas connu l'orgasme. voilà. Donc On a deux après, autres demandes. ça se travaille. Il faudrait voir, peur par peur, croyance par croyance, mais bon, le fait de sentir, que vous en êtes, libéré, c'est déjà, une bonne, enfin, c'est déjà un bon début. Après, il faudrait, bien vérifier ça dans le détail. Il faut Heu, peut-être voir aussi du côté des techniques. C'est-à-dire que pour l'orgasme, il y a quand même une partie. Enfin, comme on l'a dit, je crois, dans la conférence, l'orgasme, l'orgasme féminin, il se tient quand même en très grande partie, dans la plupart des cas, par la masturbation clitoridienne et par conséquent, il s'agit de, entre guillemets, «s'entraîner», hein, pour déjà, à mon avis, connaître les sensations orgasmiques, heu et pouvoir les reconnaître, les différencier les unes des autres et voir ce qui se passe. Et puis, une fois que, vous, savez avoir obtenu l'orgasme par la masturbation, seul, c'est en masturbant régulièrement et en apprenant donc à goûter ces sensations, à les reconnaître, à les identifier, et bien, plus tard, dans une relation sexuelle avec un partenaire, à ce moment-là, vous ferez déjà mieux la différence et puis vous pourrez également utiliser la stimulation clitoridienne, soit que vous, vous masturbiez pendant la relation, soit que lui vous masturbe ou vous fasse un cunnilingus ou que sais-je, afin afin de, heu, afin de goûter l'orgasme, quoi. Je pense que les croyances et les peurs, c'est ce qui bloque pour certaines personnes, par exemple, la question de la masturbation. Tu vois, Sophie, on a 2 autres questions, on a 3 autres questions, absolument, passionnantes auxquelles je voudrais qu'on réponde. On va les prendre, dans l'ordre.
On a d'abord Marilyn qui nous dit: «Comment m'empêcher d'avoir continuellement dans ma tête ces moments que mon mari a passés avec sa maîtresse?» Marilyn, je pensais bien vous avoir, reconnue, hein, vous avez déjà suivi, dans dans une émission, avec, Michel Goncalves au sujet de la rencontre amoureuse. Je pense que j'imagine que c'est vous. Hem, il y a je m'excuse, mais en fait, il n'y a pas de solution. La solution, c'est, un suivi en thérapie et effectivement, ça peut être très long, d'accepter, ce qui est passé et qui a eu lieu. La 1re chose, c'est de reconnaître qu'effectivement ça a eu lieu, et d'accepter que la vie, malgré tout continue. Il y a quelque chose de l'ordre du deuil, dans cette affaire. Heu, Si votre mari a eu une liaison, avec quelqu'un, et bien, ces moments de la vie de votre mari vous ont échappé. Heu, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation à avoir du fait que la vie de votre mari n'est pas votre vie à vous, que ce sont 2 choses séparées. Mais j'en parle là un peu rapidement et je me rends compte, et j'en suis un peu désolé parce que, je vois très bien, quel type de souffrance vous traversez parce que j'ai pas mal de patientes qui sont dans votre cas et par conséquent, je n'ai aucune difficulté à imaginer à quel point la souffrance peut être immense et très longue à disparaître ou en tous les cas à s'atténuer. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre magnifique là-dessus qui est Esther Perel. Esther Perel a écrit un livre qui s'appelle «Je t'aime, virgule, je te trompe», dans lequel elle parle de ça. Elle parle de la difficulté à accepter et à continuer, de vivre, après, un adultère. Heu, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, peut-être que Samona a quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, 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 sur, donc c'est la question de Marilyn, hein, sur, Bon, moi ce que je voudrais ajouter ici Marilyn, c'est que lorsque un couple, connaît une épreuve, puisque dans ce cas, quand il y a eu, comment dire? Une tierce personne, qui s'est ajoutée donc, au couple avec une relation donc extraconjugale, hem il faut peut-être une des solutions, c'est de ne pas essayer de retrouver, ce qu'il y avait avant, cette histoire. Ça je pense que ça peut être une piste, c'est d'imaginer, que, dorénavant, et bien votre couple va partir sur autre chose, sur une nouvelle histoire. Mais plus jamais, ce qu'il y avait avant, en fait. Je pense oui, que c'est ça qu'il faut travailler. Il y a eu l'avant et il faut trouver ensemble l'après. Après je sais pas, vous êtes encore en couple, dans quoi. quel type Mmh. enfin, comment est votre, communication avec votre mari? Comment est votre relation à présent? S'il y a un souhait des 2 de rebondir sur, autre chose. Mais en tous les cas, bon voilà juste une piste parce que c'est vrai Oui, qu'on a oui, d'autres questions, je mais suis complètement d'accord avec ça. Il s'agit de créer un nouveau couple avec la même personne. Voilà. On va pas en dire plus, Marie. Il y en a, Thomas qui nous pose la question, absolument passionnante, qui est une question d'homme enfin, qui est: «Quelle différence entre éjaculation et orgasme? J'ai le sentiment d'avoir un orgasme dès lors que j'éjacule pour ma part». Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que quand un homme éjacule, heu, il a un orgasme. Le truc, c'est que, hem, quand on en entre guillemets, «on en reste là», ne prenez pas mal, hein, cette expression, mais quand on ne va pas au-delà de ça, le risque, c'est de désirer avoir son éjaculation et son orgasme le plus rapidement possible. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire l'amour vite, avec des boum, boum, boum comme ça et on va éjaculer rapidement. Ce qui est finalement, ce que les hommes considèrent être le plaisir masculin, en règle générale. Dans ce cas-là, l'homme a du plaisir, en général, il a le plaisir que procure l'éjaculation
que souvent les femmes ont du mal à imaginer. Et pour les femmes, quand c'est comme ça, je leur dis: «Imaginez que vous vous retenez de faire pipi toute la journée et tout à coup vous lâchez, parce qu'enfin vous êtes arrivé à des toilettes qui vous conviennent». Bon, l'éjaculation, c'est un peu ça. Hem, mais quand on en reste là, le risque, c'est de faire une croix sur le plaisir féminin, en tout cas de ne pas s'y intéresser, quoi. Or, le plaisir féminin, il est essentiel à la relation et il prend beaucoup plus de temps, lui, à venir. Donc, heu, quand on est un homme qui désire avoir un orgasme de type relationnel, comme on disait tout à l'heure dans la vidéo qu'on vous a projetée, eh bien, il est nécessaire, d'attendre sa partenaire, hein. Et là, hem, il faut par conséquent, travailler sur, le ralentissement de l'éjaculation, voire, l'absence d'éjaculation ou le retard à l'éjaculation et ça passe justement par le fait de faire une distinction entre orgasme et éjaculation. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, l'homme, dans le cadre de sa relation amoureuse et sexuelle avec sa partenaire ou son partenaire, va avoir des montées où il va avoir vraiment très, très envie d'éjaculer. Et là, il va falloir qu'il s'arrête ou qu'il s'arrête, qu'il ralentisse, qu'il se retire un petit peu, parce que s'il reste au fond, ça part. Voilà, enfin, un certain nombre de techniques. Heu et là, il va s de quoi s'aperçoit-il à ce moment-là? Il s'aperçoit qu'il a un plaisir intense, qui est le plaisir intense que l'on a juste avant l'éjaculation et c'est ça l'orgasme. C'est-à-dire qu'il y a bien, même quand on fait rien de spécial, même quand on va entre guillemets «vite» comme je disais tout à l'heure, il y a bien orgasme-éjaculation. Simplement, c'est tellement rapide la succession qu'on a tendance à croire que c'est la même, expérience. Or c'est faux. Il y a bien 2 expériences différentes. Ce qui fait qu'on peut devenir multi-orgasmique, nous aussi les hommes, et en apprenant à Mmh. se retenir d'éjaculer. Et si vous y réfléchissez, la plupart des femmes, elles éjaculent pas et elles ont plusieurs orgasmes. Et pourquoi ça serait différent pour nous? Les organes sont les mêmes, ils ont pas le même aspect, mais ce sont les mêmes, pièces de mécano, biologiques qui constituent nos organes. Et les circuits nerveux, les circuits musculaires et cetera sont les mêmes chez l'homme et chez la femme. Donc si les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes à l'intérieur d'une même relation sexuelle, c'est que les hommes le peuvent aussi. Mais les femmes, elles éjaculent pas, sauf les femmes fontaines, c'est un autre cas et cetera. Bref. Mais on voit bien qu'en fait, c'est logique tout ça. C'est simple et logique. Simplement, pour les hommes, ça demande un effort et cet effort, il est contradictoire avec ce qu'ils ont connu lorsqu'ils étaient adolescents, à un moment où en général, ils se masturbaient beaucoup Mmh. et où leur désir était d'arriver le plus vite possible à l'éjaculation, ce qui fait que lorsqu'ils font l'amour, ils font l'amour comme quand ils se masturbaient. Et bien, c'est ça qu'il faut changer. Voilà. Et on peut, facilement, vraiment facilement, hein, sans devenir, un espèce de dieu, spécial, tout ça, on peut facilement avoir au moins 2 ou facile 3 orgasmes en incluant l'éjaculation finale, dans une relation sexuelle. C'est pas compliqué, quoi, hein. C'est juste faire attention, ralentir. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre, question, Thomas. Est-ce que tu as envie de parler, d'orgasme et d'éjaculation? Non, je pense que tu as donné une réponse, très complète et c'est vrai que c'est merci de cette question parce que c'est vrai qu'il y a souvent une confusion entre les 2 pour les hommes, et pour les femmes également. Alors, Thomas nous remercie de cette réponse très pratique et pleine de perspectives d'avenir. Oui, absolument, c'est ça. On s'est bien compris. Alors, Jackie, maintenant, vous dites, on n'a pas assez parlé de la qualité de l'ambiance avant de faire l'amour. Sinon, pour moi, beaucoup de blocage dans ma tête et et pas assez dans mon corps. J'imagine que vous voulez dire que vous n'êtes pas assez dans votre corps à ce moment-là. Alors, je vais laisser Sabrina, répondre à ça. Il y a effectivement beaucoup à dire. Je suis tout à fait Ouais. d'accord avec vous là-dessus. Donc la qualité de l'ambiance, avant de faire l'amour, moi ça m'inspire, la qualité de l'ambiance avant de faire l'amour. Hem, on peut imaginer effectivement, de préparer une ambiance particulière, ça c'est important,
de se trouver un moment. Donc si c'est à ça que vous faites référence, Jackie, ce qu'on pourrait imaginer, c'est, une des préparatifs pour un soir en particulier où vous avez vraiment envie de passer le temps nécessaire. On a vu, hein, que, orgasme était égal, lenteur, douceur, et puis aussi, il faut aussi, se donner le temps nécessaire. Donc on peut imaginer que vous prépariez à ce moment-là, ce qu'on appelle une espèce de nid d'amour où vous allez préparer votre espace qui n'est peut-être pas forcément, la chambre, hein, qui peut être aussi, le salon avec, une ambiance particulière, et là, vous pouvez faire appel à vos sens, c'est-à-dire, vous préparez, un espace douillet avec, des couvertures. Vous pouvez vous préparer aussi un autel, heu, voilà, avec des pétales de rose, des bougies, une photo, où où vous êtes avec votre couple et pas les enfants, la famille ou autre, mais que votre couple à un moment particulier où vous avez été très heureux. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez, prendre le temps de préparer donc, une un environnement, une ambiance de qualité, c'est-à-dire une ambiance, pleine de connexion, de douceur, voilà. Et quand je parlais d'essence, ça peut être aussi, donc faire appel à, des senteurs que vous appréciez tous les 2, et puis vraiment vous préparer à ce moment, sans rendez-vous après, avec, l'impression que vous avez toute votre vie, devant vous pour ce moment-là. Ça, c'est important, et évidemment sans appareil non plus, électronique, aux alentours. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter une musique éventuellement, mais c'est pas forcément nécessaire parce que la musique, ça peut être aussi, parfois un peu envahissant. Donc voilà, ce qui est important, c'est que ce moment, il soit vraiment partagé. Alors ça peut être une surprise que l'un fait à l'autre, mais ça peut être aussi un moment où les 2 vont préparer vous allez préparer à 2 ce moment-là. C'est un peu comme les vacances. Les vacances, il y a le moment, qu'on passe en vacances, et puis il y a aussi l'avant aussi, et Mmh. l'avant fait partie du plaisir, qui suit. Donc préparer un espace de qualité, un espace-temps de qualité à 2, ça peut être déjà un bon moment comment dire? De profiter de l'après. Je ne sais pas si j'ai Si, je trouve ça très intéressant. Je voudrais juste dire que, Jackie a complété en disant: «Souvent, on a des discussions sur le quotidien, puis on passe à la chambre et je ne suis pas toujours prête». Moi, je voudrais ajouter quelque chose à tout ce qu'a dit Sabrina, avec laquelle je suis entièrement d'accord. Il s'agit pas du tout de dire des choses, contradictoires. Au contraire, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient d'exprimer Sabrina. Je voudrais ajouter à ça, le fait que, bien souvent, les hommes, ne sont pas conscients que, pour les femmes, le désir, commence bien avant, enfin, pour que le désir, pour monter, demande du temps, premièrement, et il peut commencer bien avant, le fait d'entrer dans la chambre, comme vous le disiez, après une discussion sur le quotidien et de se déshabiller. Et ça, cet aspect-là, en règle générale, il est pas très, sexy pour la femme. L'homme aime bien voir une femme en général, après chacun a ses différences, mais l'homme aime bien voir une femme se déshabiller pour lui. C'est excitant. Mais pour la femme, elle peut être heureuse de se déshabiller devant son homme et de prendre son temps pour faire monter la pression, mais pour qu'elle soit heureuse de le faire, il faut qu'elle ait déjà été heureuse dans la soirée avant, qu'elle ait trouvé qu'il y avait une bonne communication avec son partenaire, que, d'avoir senti, comme on disait tout à l'heure, une connexion, d'avoir eu un élan de tendresse, de s'être sentie touchée parce que son homme va avoir eu une attention particulière pour elle. Peut-être une petite attention, mais une attention. Je pense que bien souvent, les femmes sont, malheureuses, de pas, se sentir désirées autrement que comme en pour prendre une expression que je déteste absolument, un objet sexuel. C'est-à-dire que, elles ont envie d'être considérées, pour elles-mêmes, pour,
leur personne, quoi, hein, leur personne avec ce qu'elles ont à dire, à partager, leur point de vue, tout ça. Et le fait de sentir qu'elles sont intéressantes pour l'homme avec qui elles se trouvent, va faire elles vont se sentir nourries au niveau du cœur, et à partir de là, elles vont pouvoir accueillir leur homme au niveau du sexe, en faisant l'amour. Alors que les hommes sont plus rapides, plus mécaniques. Eux, ils sont dans une. Et en plus de ça, eux, leur manière d'être nourris est différente. Un homme, quand il a eu son plaisir sexuel, que son cœur s'ouvre. Et je suis sûr que, mesdames qui écoutez cette conférence, vous avez sûrement l'expérience. Un homme, il fait l'amour et après il dit je t'aime. Une femme, si elle dit je t'aime à un homme, elle peut avoir envie de faire l'amour avec lui. C'est une différence majeure. Donc, ça veut dire qu'il faut éduquer votre homme à ça. Et ça, Éduquer votre? votre homme, C'est au fait de faire attention à la femme, de tout ça. Et ça, c'est pas facile. C'est vrai. Si votre homme est réticent à ça, s'il a un côté bon, on y va, voilà, ça va être compliqué de lui faire, de lui faire accepter qu'ils doivent s'y prendre autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer, hein. Je pense qu'au contraire, c'est très important de le faire. Moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que j'avais pas vu ce qu'avait dit, Jackie, dans ma première réponse sur, le fait que, de discuter sur le quotidien, la transition était difficile entre les discussions du quotidien et le moment passé dans votre chambre. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ça, si la transition est difficile, c'est peut-être parce que les discussions que vous avez, heu tourne autour de: «Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut pas oublier ce», donc dans ce cas-là, vous êtes dans ce qu'on appelle la charge mentale et ça, c'est vrai que c'est un peu un tue-l'amour quelque part et donc l'idée peut-être c'est, en tous les cas, j'ai envie de dire déjà que ce qui est intéressant, c'est que vous l'ayez déjà identifié et tout ça, ça veut dire que vous êtes dans ce qu'on appelle, ben, l'ordinaire, hein, tout simplement. Le quotidien, l'ordinaire. Ce qu'il faut pour arriver à vivre un moment, exceptionnel, c'est passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Donc c'est lâcher tout ça, tout ce qui nous raccroche à des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes et pas ce qui nous plaît le plus dans notre vie, hein, tout ce qui est charge mentale encore une fois. Donc peut-être que ben, une idée, ce serait de lâcher, vraiment de couper avec ces discussions et puis d'essayer de dialoguer, si vous avez besoin de dialoguer avant ces beaux moments que vous souhaitez partager à 2, eh bien, de dialoguer différemment, de changer de mode de communication en, vous, focalisant, en vous polarisant sur, des sujets, des thématiques, plus romantiques, plus amoureuses et là, il y a plein d'exercices qu'on peut, imaginer, comme par exemple, heu, tout simplement proposer, par exemple, à un des partenaires de, d'imaginer comment va se passer la soirée à 2. Donc ça permet de lâcher le quotidien. Ça peut être Inviter un l'autre, voilà, comment tu vois inviter l'autre, voilà, inviter l'autre ouais, c'est à, super ça. verbaliser, ça peut être en s'allongeant, hein, tout simplement dans ce bel espace et puis que, l'un dise à l'oreille de l'autre. J'en reviens toujours aux sens qui sont très importants, donc juste que l'autre susurre à l'oreille de son partenaire comment il va voir, le reste de la soirée. Comment pour lui, il aimerait vivre cette soirée à 2. Voilà, lâcher les sujets qui sont pas intéressants. C'est juste, alors, voilà, sur qui on a essayé d'être complet. Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le chat pendant que tu Oui, répondais. On a eu d'abord Marilyn qui disait: «Les hommes pensent que quand il y a éjaculation, la femme a plus de plaisir», et ensuite de ça, on a eu Thomas qui a réagi au post de Marilyn en disant: «J'ai souvent noté chez mon partenaire le besoin de savoir si moi j'ai eu un orgasme, comme si ça rassurait ma partenaire».
Et d'ailleurs, je remarque que c'est réciproque. Alors, oui, je voudrais juste rapidement, parce que je pense qu'en fait, on va pas tarder à s'arrêter. Euh, les hommes qui pensent que quand il y a éjaculation, la femme a plus de plaisir, je pense qu'il faut leur dire qu'ils se trompent, hein, parce qu'en fait, en fait, c'est faux. Et enfin, c'est faux. C'est toujours pareil, hein. Moi, je vous dis c'est vrai, c'est faux, c'est comme ci, c'est comme ça. On est d'accord que je parle de tendance générale et que tous les goûts étant dans la nature et toutes les personnes étant différentes les unes des autres, toutes les réponses que je fais sont sujettes à caution, forcément. Mais disons, en règle générale, le fait que l'homme ait un orgasme ne procure pas spécifiquement un plaisir physiologique à la femme. Il peut éventuellement faire plaisir à la femme de voir que tout ce qu'elle a déployé comme effort en faisant l'amour, pour plaire à son homme, a eu comme effet de faire en sorte de l'amener à avoir une éjaculation et donc, pense-t-elle, à un orgasme, et du coup, ça lui fasse plaisir, effectivement. Mais, mais un homme qui n'a pas d'éjaculation et qui du coup va faire l'amour en disant 1 heure, ou 1 heure et demie, ou 2 heures avec sa compagne, va procurer à sa compagne plus de plaisir qu'un homme qui a une éjaculation et qui va faire l'amour 10 minutes. Alors, un homme qui fait l'amour pendant 1 heure ou 2 heures et qui a une éjaculation à la fin, fera autant plaisir à sa femme, voilà, à sa partenaire féminine, que celui qui fait l'amour pendant 1 heure ou 2 heures et qui n'a pas d'éjaculation à la fin. D'autre part, le fait de ne pas avoir d'éjaculation permet de refaire l'amour plus vite. Parce que lorsque l'homme éjacule, il y a ensuite ce qu'on appelle la période réfractaire, et cette période réfractaire, c'est le temps pendant lequel il ne peut pas se retrouver en érection ni rééjaculer. Et tous les hommes savent que lorsqu'on éjacule une première fois, la deuxième fois est plus lente à venir. C'est pour ça que beaucoup d'hommes se masturbent avant de faire l'amour, parce qu'ils savent que ça va peut-être être un peu plus difficile de démarrer, mais qu'après, ils vont tenir plus longtemps. Bien, la suite logique de cette histoire-là, c'est que si un homme et une femme font l'amour, et pendant un temps indéfini, et que l'homme ne termine pas par une éjaculation, il n'a pas de période réfractaire. Par conséquent, il peut très bien se reposer une demi-heure, ou 1 heure, ou le temps qu'il veut, et recommencer. Et ça, ça procure beaucoup de plaisir à la femme. Donc, l'histoire de dire que, pour moi, la légende suivant laquelle l'éjaculation masculine ferait plaisir à la femme, elle est fondée sur la confusion entre éjaculation masculine et orgasme masculin. La femme qui, les hommes qui pensent que l'orgasme c'est l'éjaculation peuvent être amenés à croire que la femme est heureuse s'ils ont une éjaculation, parce qu'en fait, la femme peut être heureuse s'ils ont un orgasme, parce que la femme aime cet homme, donc elle lui souhaite du bien et elle lui souhaite d'avoir un orgasme. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite, j'ai manié beaucoup de concepts un peu rapidement, mais il me semble que malgré tout, j'ai été clair dans cette, dans cette réponse. Enfin, j'espère en tous les cas. Euh, est-ce que, est-ce que tu as envie Euh, d'ajouter quelque chose à ça? non, je pense qu'il faudrait faire une conférence sur sur l'éjaculation masculine et féminine. Mais c'est vrai qu'il y a la thématique aussi de l'éjaculation précoce, il y a la thématique aussi des hommes qui n'éjaculent pas ou qui n'arrivent pas à l'éjaculation. C'est aussi, comment dire, lié, cette problématique, elle est aussi liée à l'âge. Ça, c'est, Oui. un paramètre dont on n'a pas parlé, mais Mmh. Alors sinon, on a, une nouvelle technique, voilà, une technique que je ne connaissais pas, dont Noé, parle, Noé dit: «J'ai expérimenté la technique du ruiné qui permet d'avoir un orgasme plus fort sans perdre l'érection et de pouvoir avoir d'autres orgasmes bien meilleurs ensuite». Et lorsque je lui demande: «Qu'est-ce que la technique du ruiné?» Ça m'intéresse. Noé répond: «Une éjaculation obtenue en arrêtant toute stimulation». mmh. Heu, alors je ne connaissais ni le mot ni, la technique. Heu, Ça ressemble à l'orgasme de la vallée. Ça ressemble un peu Mmh. à l'orgasme de la vallée, sauf que dans l'orgasme de la vallée, il n'y a pas forcément d'éjaculation, je ne sais pas. Mmh. Je ne connaissais pas, Noé,
ça m'intéresse d'avoir plus d'informations là-dessus. Si vous voulez nous envoyer un petit email, par exemple, il sera, Oui. pardon, il sera le bienvenu. Le L'adresse email, c'est, guillaume.dobrebisson@gmail.com. Voilà. Je profite de ce que je suis en train de vous donner une adresse email pour vous dire aussi qu'on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, mais on vient de monter une chaîne YouTube, donc Mmh. vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et du coup être prévenu quand on met en ligne de nouvelles vidéos, qui peuvent être soit des vidéos de live, soit des vidéos préenregistrées, soit des vidéos courtes, puisqu'on en fait aussi de temps en temps. Et puis on va en faire de plus en plus. Et puis également, on a un compte Instagram qui s'appelle Université de l'amour, en un seul mot, et sans apostrophe. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte Instagram, parce que là, pour le coup, on publie à peu près 3 fois par semaine, et notre intention est de publier plus que ça. Voilà, si on y arrive. Donc voilà, moi je vous invite vraiment, si vous êtes là, c'est que vous vous êtes abonné à la newsletter, et c'est super, mais je vous suggère de nous suivre également sur Instagram, et éventuellement donc sur YouTube, ou aussi sur Facebook. Bref, on est joignable, quoi, voilà. Hein. Et puis, moi j'ai envie de vous dire à demain. On peut dire, quelques mots sur demain? Oui, bien Sur sûr, vas-y. ce Alors, demain, il y aura la troisième partie, puisqu'on vous a dit qu'il y avait l'orgasme et moi, l'orgasme et nous. Ça, c'est ce dont on a parlé ce soir. On avait prévu de faire, une seule soirée, mais on a beaucoup parlé, donc on a fini par, couper l'enregistrement en 2. Et donc demain, il y aura la partie l'orgasme et l'univers. Donc là, on va voir, comment accéder à quelque chose, d'encore plus fort et plus puissant et plus universel. Alors, vous avez vu dans la conférence d'aujourd'hui qu'on avait parlé des chakras. On a fait vraiment un rapprochement entre l'orgasme euh, individuel, l'autosexualité, hein, comme on dit aussi plus souvent, de plus en plus souvent. Euh, et puis, donc, on verra cette histoire de chakras, en fait. Et puis, il y aura aussi une partie qu'on a intitulée Pistes de réflexion. Et au-delà de l'orgasme Et aussi. au-delà de l'orgasme, évidemment, entre les deux. Voilà. Donc, on espère que vous serez nombreux demain à suivre la suite donc, de cette conférence, la partie numéro 2. Et puis, on donnera aussi un temps après la conférence, le visionnage de la conférence, pour répondre à vos questions. Voilà, en tous les cas, on a eu pas mal de questions, c'est bien, et puis surtout des questions Oui. très intéressantes. Donc, désolée, il y a les chats depuis tout à l'heure Voilà, les qui... chats râlent, ils sont pas contents parce qu'ils peuvent pas passer de l'autre côté. De l'autre côté, Voilà. c'est la cuisine et il y a leur gamelle. Donc ça fait une raison de plus d'arrêter cette conférence ce soir, enfin ce live. On a vraiment été ravis d'échanger avec vous, c'était super, et merci pour vos questions qui étaient vraiment chouettes, quoi. Ouais. Et voilà, et on se retrouve demain pour la suite. Et la suite est au moins aussi intéressante que le début. Et on refera une séance de questions-réponses après la projection de la suite de la vidéo. Voilà, je vous redis tout ce que ça Sabourin vous a dit. Voilà, voilà. Allez, au Au revoir. revoir, à demain. À demain. Hop, hop, hop.